Nous allons maintenant voir le squelette du bras qui est constitué de l'humérus. L'humérus est un os long avec une diaphyse et deux épiphyses, une épiphyse proximale, une épiphyse distale, que l'on voit sur cette vue antérieure et cette vue postérieure de l'os. L'humérus s'articule avec la cavité glénoïde de la scapula par sa tête, avec le radius par le capitulum huméral et avec l'ulna par la trochlée humérale. La diaphyse est triangulaire à la coupe au tiers moyen. La diaphyse présente trois faces et trois bords. Sur cette vue postérieure est représentée la face postérieure de l'humérus. Sur cette vue antérieure, on trouve une face antérolatérale et antéromédiale qui sont séparées par un bord antérieur. Voici le bord médial sur lequel va s'insérer une cloison intermusculaire et un bord latéral présentant aussi une insertion de cloison intermusculaire. Si l'on s'intéresse maintenant à l'épiphyse proximale, elle est reliée à la diaphyse par le col chirurgical. À ce niveau passent le nerf axillaire et les vaisseaux circonflexes qui peuvent donc être lésés en cas de fracture. La tête humérale est comparable à une sphère dont un tiers de la surface est recouvert de cartilage. Cette sphère a un rayon en moyenne de 30 mm. Elle regarde en haut, en dedans et en arrière. Le col anatomique correspond à la zone de l'épiphyse située au ras du cartilage articulaire. Il existe un angle de 130 degrés entre l'orientation de l'épiphyse et celle de la diaphyse. On parle d'angle cervico-diaphysaire. Il existe sur la face antérieure de l'épiphyse proximale un tubercule majeur qui se poursuit par une crête, elle-même donnant plus bas le bord antérieur de l'os. Le deuxième tubercule est le tubercule mineur qui se poursuit aussi par une crête. Entre ces deux crêtes se trouve le sillon intertuberculaire qui va accueillir le tendon du cheflon du muscle biceps. Vous pouvez reconnaître sur cette photographie d'un os sec le tubercule mineur, le tubercule majeur et le sillon intertuberculaire. Si l'on regarde maintenant la diaphyse un peu plus en détail, on constate que, à mi-hauteur, se détache du bord antérieur une crête osseuse qui va former le V deltoïdien pour l'insertion du muscle deltoïde. Un peu en dessous se trouve un trou nourricier de l'os. Plus bas, le bord antérieur de l'os va se diviser pour former la palette humérale. Sur la face postérieure, il existe un sillon qui va accueillir le nerf radial. Le nerf radial et le nerf axillaire, qui sont des branches postérieures du plexus brachial, vont donc être en rapport avec la face postérieure de l'humérus, à hauteur du col chirurgical et de la diaphyse pour le nerf radial. Si l'on s'intéresse maintenant à l'épiphyse distale, cette épiphyse distale, encore appelée palette humérale, est constituée d'un véritable rouleau articulaire constitué par une trochlée et un capitulum. Cette palette humérale est aussi constituée de deux massifs osseux, l'épicondyle latéral et l'épicondyle médial, et de deux fossettes, une fossette coronoïdienne et une fossette olécranienne, qui vont accueillir les apophyses du même nom de l'épiphyse proximale de l'os ulna. Alors, la trochlée humérale a la forme d'une poulie ayant une gorge oblique en bas et en dehors. La trochlée va s'articuler avec l'ulna. Le capitulum huméral est un condyle articulaire s'articulant avec la tête radiale. Il se porte en avant de 20 degrés par rapport au plan frontal. Entre la trochlée et le capitulum se trouve la zone capitulo-trochléaire qui va s'articuler avec le rebord de la tête radiale que nous décrirons tout à l'heure. Les deux épicondyles sont des zones d'insertion musculaire. Il est à noter que la trochlée est plus basse que le capitulum. Il y a un décalage de 10 degrés entre l'axe du bras et celui de l'avant-bras.
Ceci forme ce que l'on appelle un una valga, qui est plus marqué chez la femme. Enfin, dans le plan sagittal, la palette humérale est déjetée en avant de 30 degrés par rapport à la diaphyse. Les rapports de l'humérus doivent être connus, notamment ceux avec le plexus brachial, car les fractures de l'humérus sont fréquentes et ceci peut être à l'origine de lésions nerveuses. Nous avons décrit le nerf axillaire et le nerf radial. Le nerf ulnaire longe le bord médial de l'humérus, en arrière du septum intermusculaire, puis va passer en arrière de l'épicondyle médial. Pour mémoire, ce nerf donne la sensibilité du quatrième et du cinquième doigt, et il vous est tous probablement arrivé un jour de recevoir un choc au niveau de la face médiale du coude et ressentir une décharge électrique au niveau de ces deux derniers doigts correspondant à une stimulation du nerf ulnaire. Nous verrons plus tard quelques exemples de traumatisme, en particulier une luxation de l'articulation scapulo-humérale qui est extrêmement fréquente du fait de sa grande mobilité. Il existe à ce moment un risque de lésion du nerf axillaire. De même, ce nerf axillaire peut être lésé en cas de fracture du col. Nous verrons que le nerf axillaire innerve le muscle deltoïde, qui est le muscle abducteur principal de l'épaule. Par conséquent, toute lésion du nerf axillaire est susceptible d'entraîner une paralysie de ce mouvement. Enfin, une fracture de la diaphyse humérale peut léser le nerf radial. Le nerf radial étant le nerf des muscles extenseurs de la main, il y aura alors ce que l'on appelle une main en col de cygne par paralysie des muscles extenseurs du poignet.